Bonjour à toutes, bonjour à tous. Nous sommes ravis de vous accueillir sur le plateau de Sagesse bouddhiste pour une émission consacrée au koan dans la tradition Zen Kwanum du bouddhisme coréen. Ces sentences ou anecdotes à la signification mystérieuse sont utilisées dans le bouddhisme zen pour amener les pratiquants à l'éveil. En remettant en question nos habitudes de pensée, ils nous montrent la réalité en elle-même au-delà du discours. Quelle est alors l'histoire de ces koans? De quelle manière peuvent-ils nous aider à avancer sur la voie de l'éveil? Que nous permettent-ils d'expérimenter? C'est ce que je vous propose de voir dès à présent avec notre invité Federico Procopio. Federico Procopio, bonjour. Bonjour. Alors, vous avez été moine pendant 7 ans dans un monastère bénédictin en Italie puis en France. Vous vous êtes ensuite tourné vers le bouddhisme que vous pratiquez depuis 14 ans et vous êtes aujourd'hui moine bodhisattva dans la tradition du bouddhisme zen coréen. Tout à fait. Merci beaucoup d'être avec nous aujourd'hui. Merci. Alors pour commencer, Federico, est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est un koan? Parce qu'on n'arrive pas toujours à cerner précisément la définition des koans. Éclairez-nous. Alors, koan est déjà le mot qui est utilisé dans la langue japonaise, qui est celle qui est le plus démocratisée dans l'expression du bouddhisme zen. Dans le bouddhisme coréen, où j'ai reçu mes premiers koans, justement, la définition est kongan. Et ce mot composé remonte à un objet qui était un sceau de l'empereur. Ce sceau de l'empereur servait pour authentifier les documents officiels émis par l'empereur, dont on faisait toujours une copie. On juste à poser les 2 copies, on positionnait le sceau à la limite des 2 copies. Et ceci était le seul moyen qui permettait, dans la suite et dans le royaume, de pouvoir authentifier un édit impérial. Voilà. Donc, ce mot kongan, en fait, vient expliquer la nécessité qu'il y ait 2 parties présentes pour que la vérité, la réalité, se manifeste. Et est-ce que le koan est une voie à proprement parler dans le bouddhisme, ou est-ce juste un exercice comme un autre? Est une voie puisque la voie, elle est partout. Oui. La grande voie, elle est partout. Elle est une voie dans la mesure où on suit un cheminement, effectivement. Il n'y a pas spécialement de but à atteindre précis, ni de cadeau à l'issue de ce que l'on accomplit, mais on chemine, on marche, effectivement. Dans ce sens où on avance vers la compréhension de quelque chose de profond, c'est une voie. Oui. Alors, à quand remontent les premiers koans, Federico Procopio? Est-ce que ce ne serait pas au temps du Bouddha? Déjà, ses disciples mettent dans la bouche du Bouddha une formulation, une expression qui s'apparente, qui s'approche vraiment profondément du koan. Quelle est cette formulation? Elle pourrait être, par exemple, quand la fleur se fane, où s'en va son parfum? Voilà. Ces mots déjà sont positionnés dans certains sutras, dans la bouche du Bouddha. Et on imagine bien le Bouddha avoir déjà enseigné avec ce genre de sentences. Et d'ailleurs, s'il y a le koan par les mots, il y a également les koans par le vécu. Et peut-être bien que le koan qui nous relie le plus profondément, le plus intimement au Bouddha historique, au Bouddha Shakyamuni, est ce moment exquis, excellent, qui, dans le Mahayana, représente vraiment le début de la transmission, où après son éveil, face à l'auditoire des disciples attendant un enseignement, le Bouddha se contente de saisir une fleur et de la présenter à ses disciples. Seul Mahakasyapa, donc premier à recevoir la transmission, reconnaîtra tout l'enseignement du Bouddha en ce simple geste. Et comment les koans se sont ensuite diffusés? Est-ce qu'on a notamment dans votre tradition du bouddhisme zen coréen? Et ça se transmet maintenant dans ces 2 traditions, dans le zen japonais Rinzai et dans le zen coréen Chogye, puis en Occident Kwanum, de maître à disciple, selon une forme précise. Il y a une pratique formelle qui est précise, qui prend son contexte dans des entretiens individuels avec le maître, mais également dans un contexte cérémonial, c'est-à-dire que lors des grandes cérémonies, et notamment lors des cérémonies de transmission, le maître, le nouveau maître, est éprouvé par toute l'assemblée publiquement par des koans qui lui sont posés lors de la cérémonie.
Voilà. Et alors, juste pour avoir une idée, quel peut être par exemple le koan posé par le maître? Le premier que j'ai reçu, par exemple, est celui qui est assez connu, de deux moines qui se disputent en regardant un drapeau flotter dans les airs. Et l'un dit c'est le drapeau qui flotte. Non, répond l'autre, c'est le vent qui fait flotter le drapeau. Non, c'est le drapeau qui bouge. Non, c'est le vent qui bouge. Et puis le maître intervient et leur dit ce n'est ni le vent ni le drapeau qui bouge. Et à ce moment-là, le maître demande au disciple qui est en position de koan, donc qu'est-ce qui bouge en ce moment? Le vent, le drapeau. Si tu me dis le vent, je te frapperai 30 fois. Si tu me dis le drapeau, je te frapperai 30 fois aussi. Voilà. Et à ce moment-là, il est demandé que seule la perception profonde de la réalité de cet instant où la question est posée puisse se manifester. Federico Procopio, est-ce que vous auriez d'autres exemples de koan à nous citer? Alors, il y a par exemple le koan de la porte d'entrée qui est utilisé dans l'ordre Chögye depuis le 7e siècle environ. C'est le koan qui est offert, donné aux novices quand ils rentrent dans un monastère. Et ce koan est martelé tant que la réponse ne parvienne, ne surgisse pour que le novice puisse accéder donc à la vie monastique. C'est le koan de la tasse de thé. Donc, racontez-nous, quel est ce koan? Le maître pose une tasse de thé devant le disciple et lui demande qu'est-ce que c'est ceci. Voilà. La réponse pourrait paraître simple, et pourtant toutes les réponses qui viendraient de nos visions préconçues ne seront jamais les bonnes. Une tasse de thé, du thé, une tasse en porcelaine, une tasse blanche. Voilà. Seulement l'expérience de la réalité pourra permettre aux disciples de donner la bonne réponse. Un autre koan qui est très connu et qui est assez interpellant, en fait, est le koan où il est dit « Si un arbre tombe dans la forêt et que nul ne l'entend, fait-il du bruit ou pas ?» Ou encore « Quel est le son d'une flûte sans trou ?» Alors voilà, soit notre intellect essaye de se vouloir brillant et intelligent et de répondre, donc on tombera dans le piège de la véritable ignorance, soit nous utilisons ce dialogue d'esprit à esprit avec le maître, en laissant la plus grande mansuétude, recevoir juste la réalité de l'instant présent où on le reçoit le kongan, en fait, pour laisser la réponse naître d'elle-même. Et la réponse ne pourrait être qu'une traduction de l'incité. La réalité est juste ainsi. Voilà. On imagine que ces koans vont développer des qualités chez les disciples. Lesquelles plus précisément? On pense entre autres à l'acuité, peut-être, à la compassion. Oui. Alors, la première des qualités est sans doute celle de la perception et de l'incité. Voilà. Qu'est-ce que vous appelez inciter? Le koan aussi aide l'esprit à s'installer dans l'éphémère. Voilà. À s'installer dans cette vérité qui est juste ainsi, qui apparaît et qui disparaît sans cesse. Voilà. Donc dans ce sens, effectivement, ce cheminement est une chance pour développer une perception sage de la réalité qui est, selon l'enseignement du Bouddha, sans cesse changeante. C'est la première des traces que le travail sur le koan va laisser dans l'esprit, cette perception de l'incité, de la réalité instant après instant. Et parlez-nous un petit peu de la compassion et de l'acuité. Alors, il y a effectivement dans cette perception qui se développe une compassion profonde qui s'installe. Pourquoi une compassion? Puisque tout d'abord, on pense répondre à un maître ou à un Bouddha, mais en fait cette réponse que l'on donne, on la donne déjà à soi-même. C'est un travail entre guillemets, qui démarre vraiment par soi, profondément par soi. Et cette capacité qu'on acquiert avec le temps à accepter notre fragilité, notre petitesse, parfois même notre besoin de nous réconcilier avec nous-mêmes, avec la réalité, cette nécessité d'aller au-delà de nos illusions,
et des tromperies qui offusquent notre vision claire. Voilà. Ceci déjà engendre une compassion profondément tournée d'abord vers soi-même. Et puis, par ricochet, forcément, comme tout dans cet enseignement, cette compassion qui se déverse ensuite dans l'univers lorsque vraiment la réalité devient claire. Bien sûr, donc vraiment, il y a beaucoup de générosité qui se dégage de la pratique des koans. Alors pour terminer cette émission, j'aimerais savoir si finalement, en tant qu'occidentaux, on peut pratiquer les koans de façon facile, peut-être pas, mais du moins, est-ce qu'on peut y arriver? Est-ce que notre démarche intellectuelle, qui est souvent très présente, d'analyse aussi, ne peut pas nous empêcher d'accéder et de résoudre ces koans? Alors, je n'ai eu dans ma lignée que deux maîtres occidentaux, maître Wubong et maître Bongyo, qui sont la réponse à cette question. Un occidental peut sans doute s'approprier cette philosophie, cette pratique. Néanmoins, quand on voit la compréhension des occidentaux face au koan aujourd'hui, elle reste quand même une sorte de perception d'un exercice intellectuel, d'une acuité purement intellectuelle face à des énigmes à résoudre pour trouver une sagesse qui ne serait visible que par un savoir. Mais en fait, la seule manière pour s'approprier profondément un koan est de revenir à un esprit ne sait pas. Donc de quitter cette idée reçue, fausse, selon laquelle un koan est une énigme. Un koan est une véritable expérience de la vie. Le plus grand koan est le koan qui a lieu à chaque instant dans ce que nous expérimentons dans la vie. Donc pour bien recevoir cette pratique, donc il faut revenir à l'esprit ne sait pas. Et cet esprit ne sait pas est notre nature de Bouddha. N'est pas un esprit d'ignorance, est un esprit qui perçoit les choses parfaitement, purement, avant nos pensées, avant nos émotions, avant nos perceptions. Si vous me permettez, Maître Seong-San rappelait cet enseignement d'un maître coréen pour expliquer l'esprit ne sait pas. Il serait comme un miroir. À l'origine, le miroir n'a ni forme ni couleur. Si le rouge passe devant le miroir est rouge. Si le jaune passe devant le miroir est jaune. Si un chat se promène devant le miroir, il y a le chat. Mais ce miroir, il n'est ni rouge, ni jaune, ni un chat. Si nous apprenons à percevoir cette nature ne sait pas, qui peut tout prendre dans son reflet, sans être rien de ce qu'elle reflète, effectivement, nous comprenons l'essence même du koan. Voilà. Merci beaucoup, Federico Procopio, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. Merci. Si vous souhaitez approfondir ce thème, voici quelques livres que nous vous conseillons. 100 koans zen commentés par Nyogen Senzaki, publié dans la collection Spiritualité vivante chez Albin Michel. Vous y retrouverez une série de koans compilés au XVIIIe siècle par Genro, accompagnés de leurs commentaires. Le koan zen de Toshihiko Izutsu, publié chez Fayard. Ce professeur nous explique dans ses conférences conçues pour un public occidental les grandes clés pour appréhender les principes des koans à travers l'expérience de son enseignement. Et enfin, Koan, leçon du zen, aux éditions Philippe Piquier, qui nous propose là aussi une anthologie accompagnée de commentaires et d'explications pour mieux comprendre ces études de cas donnés par le maître à son disciple, afin de tenter de dissiper l'ignorance. Vous pouvez voir et revoir cette émission pendant toute une semaine sur le site internet de France 2, rubrique Tous les programmes et Chemin de la foi. Merci à tous de votre fidélité. Je vous souhaite une très, très belle journée. À dimanche prochain.